Donc globalement, effectivement, le constat qu'on fait en introduction, c'est de dire qu'on a vécu un été particulièrement cataclysmique dans plein de régions du monde. On constate que les Alpes sont de moins en moins couverts, donc il y a des impacts au niveau de la cryosphère. On constate aussi, on l'a vu cet hiver, donc ça s'est ramené à la France, mais je pense qu'on peut faire certainement le même constat en Suisse, que les précipitations ont été particulièrement réduites cet hiver. Donc effectivement, après l'été 2022 qu'on a connu, l'hiver 2023, qu'est-ce qui va se passer en été 2023, surtout qu'a priori, on devrait avoir un phénomène El Niño. Bon, on ne va pas partager longtemps ce constat, puisque je pense vous que le constat est connaissez. Voilà. partagé au sein des shifters. Oui. Exactement. Donc, il n'y a pas de souci, on va passer rapidement. Globalement, ce qui doit être partagé aussi chez vous, c'est qu'on a émis 2400 gigatonnes à peu près de CO2 depuis l'époque pré-industrielle, et que si on veut rester sur une élévation de la température limitée, ben, finalement, il nous en reste peu à émettre. Et au rythme actuel, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on émet pendant 10 ans. Donc, je pense que ce constat aussi, vous le partagez. Oui. Alors, si on fait un focus sur la France, on voit qu'on est à des émissions qui sont. Alors, ça, c'est l'empreinte de la France, et pas les émissions territoriales, parce qu'on a choisi de travailler en empreinte pour prendre en compte la totalité des émissions. On est aux alentours de 600 millions de tonnes, et puis ça baisse finalement très très peu. Et si on le ramène par habitant, on est un peu en dessous de 9 tonnes, alors qu'il faudrait qu'on soit beaucoup plus bas. Donc, il y a un problème pour descendre à 2 tonnes, c'est-à-dire ce qui est considéré pour l'instant à peu près comme étant la neutralité carbone. Et pour ça, il faut descendre à peu près de 5% par an pendant 30 ans. Bon, ça aussi, c'est des constats qui sont généralement partagés. Donc globalement, l'autre constat que l'on fait, c'est qu'on est tous concernés, dans le sens où ces émissions ce qui provoque ce réchauffement, c'est les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine, que ce soit au titre des transports, au titre de tout ce qui est bâtiment, hein, que ce soit le tertiaire ou le logement, que ce soit l'agriculture, l'industrie, l'énergie ou les déchets. Tout ça vise à répondre à des besoins de l'ensemble des acteurs économiques, que ce soit les structures, l'État ou les collectivités locales, les entreprises, mais de toute façon, en bout de chaîne, finalement, celui qui est le consommateur final ultime, c'est le citoyen consommateur. Donc, c'est bien pour répondre aux besoins de tous ces acteurs économiques que ces émissions de gaz à effet de serre surviennent. Alors, une fois qu'on a fait ce constat à l'échelle globale, mais ce qu'on peut constater aussi, c'est que les émissions sont très très mal connues au niveau individuel. Qui est-ce qui peut citer, en dehors de peut-être nous qui sommes particulièrement intéressés par le sujet, qui est-ce qui peut dire combien il a fallu d'émettre de CO2 pour fabriquer un jean, et puis même d'un jean à l'autre, est-ce qu'on a une vision de, est-ce que l'un a mis un peu plus que l'autre? Ben non, on ne l'a pas. Et ça, c'est vrai pour le repas qu'on a tous mangé ce soir. C'est vrai pour les trajets qu'on fait en voiture ou autrement. Et c'est vrai aussi pour tout ce qui est lié au chauffage de nos appartements. Donc, on veut réduire une quantité. Il faudrait qu'on soit tous impliqués. Et malgré tout, personne ne sait où on en est. Ce dont parlait Laurent à l'instant, c'est vraiment cette question d'étiquetage. C'est beaucoup plus que simplement connaître à chaque achat le prix, le poids carbone de la chose qu'on achète. C'est véritablement acquérir une culture du carbone général. De la même façon qu'aujourd'hui, on a assez clairement une idée de ce que coûtent les choses, l'étiquetage généralisé et surtout l'étiquetage confronté à une limite qui obligera à une gestion constante de la même façon qu'on gère son porte-monnaie, qu'on gère son compte en banque en fonction du prix des choses. On ajuste constamment ses dépenses en euros ou en francs suisses en fonction de ce qu'on a dans son porte-monnaie ou dans son compte en banque. Là, on gérera ses dépenses en carbone en fonction de ce qu'on a sur son compte carbone. Donc, on aura petit à petit une connaissance intime et généralisée du poids carbone des choses. Donc ça, c'est très important, et les services.
et toute cette, et tous ces poids carbone individualisés à chaque transaction seront cumulés sur un compte par l'adossement à chaque transaction en euros d'une transaction en carbone. Donc on a une sorte de double comptabilité assez évidente qui s'installe d'emblée. Tu peux avancer. Alors, les bénéfices, c'est que c'est une information précise et incontestable. Alors, l'incontestabilité de la valeur carbone, on en discutera un petit peu tout à l'heure, parce que c'est plutôt sur le principe de la refacturation que le côté incontestable apparaît et peut être défendu. Mais en tout cas, c'est une information précise parce que chaque objet, chaque transaction, chaque produit a une étiquette individuelle. Ce n'est pas une étiquette de catégorie ou une étiquette de type de produit. C'est vraiment individualisé sur chaque produit. C'est un cercle vertueux parce que chaque achat pris individuellement est insensiblement ou de manière très sensible, d'ailleurs quand on est sous contrainte forte, dirigé vers les biens les moins carbonés. Il y a toujours une préférence qui va s'installer compte tenu une préférence qui sera modulée par le prix en euros, modulée par la qualité, mais aussi de la même façon qu'aujourd'hui, notre préférence vers quelque chose qui est moins cher en euros ou en francs suisses peut être modulée en fonction de la qualité. Là, ce sera modulé en fonction de trois grandeurs. Et puis, donc le marché aura subira une forte pression pour être dirigé vers la décarbonation. Et puis le dernier avantage, c'est que c'est tout à fait, on le sait, c'est tout à fait favorable à une relocalisation des activités parce que on s'épargne à chaque fois qu'on relocalise. D'une part, des mix énergétiques très carbonés en général dans les pays lointains, mais bon, ça ne durera peut-être pas, et surtout le poids carbone du transport. Voilà, tu peux avancer. Alors, le principe de répartition, donc c'est une allocation en climat, en carbone décroissante parce que notre budget nous impose d'avoir une pente décroissante de nos émissions. Donc ça, elle suit strictement la pente individuelle et le reflet assez strict de la pente collective. Elle est répartie équitablement. Alors ça, c'est une donnée de base qui pourrait apparaître arbitraire, puisque aujourd'hui, les ressources en monnaie ne sont pas distribuées de manière équitable, mais de manière inégale, on va dire. Alors certains défendront qu'elle est juste en fonction de la performance économique des uns et des autres, mais elle est inégale. Et alors pourquoi ce équitablement, je ne sais pas si on a l'occasion d'en discuter plus loin, mais parce que quand on est en face d'un bien, alors ce n'est pas une pénurie, c'est un bien extrêmement limité, une ressource extrêmement limitée et qui est vitale, le principe premier, c'est toujours de répartir ce bien de manière égalitaire. Quand on est au milieu du désert et qu'il y a 2 litres d'eau à partager entre 3 personnes, on le partage de manière équitable. Alors ça veut dire qu'on donnera peut-être un petit peu moins la comparaison n'est pas terrible, mais enfin un peu moins à un enfant qu'à un adulte, parce que les besoins ne sont pas exactement les mêmes. Bon, en l'occurrence, ce ne sera peut-être pas le cas, mais l'équitablement, c'est à chacun selon ses besoins vitaux, c'est ça. Et puis, c'est une allocation qui aura pour effet de plafonner nos émissions. Alors ça, je pense que vous avez compris. Alors, le grand avantage de cette répartition, c'est qu'on a une garantie, puisque c'est la répartition d'un budget global. Hein, c'est une répartition sur autant d'individus, autant d'unités de consommation. Un budget global, donc il y a une garantie d'atteinte des objectifs année par année, donc d'atteinte à terme de la neutralité carbone qu'on souhaite en 2050. C'est un principe de répartition qui maintient une liberté de choix, c'est-à-dire qu'on ne rationne pas et on n'oriente pas, on ne dirige pas les choix individuels. Chacun est libre d'affecter ses ressources carbone comme il l'entend.
Et donc, si quelqu'un est particulièrement sobre, par exemple, sur l'ensemble de ses choix personnels, ben, il pourra très facilement continuer de prendre l'avion. Peut-être à 2 tonnes, ça deviendra dur, mais voilà, pendant un certain temps. Et ensuite, ben, ça répond aussi à un objectif de justice climatique, en ce sens que la contrainte carbone ne sera pas l'occasion de rajouter un nouvel échelon d'inégalité aux échelons d'inégalité qui existent aujourd'hui. Donc c'est une perspective de justice plus grande qu'on pourrait dire contradictoire avec les tendances actuelles de l'économie qui sont en train d'augmenter l'inégalité dans la répartition des richesses. Voilà, tu peux avancer. Alors, c'est aussi un choix de gouvernance qui se fait, qui est compatible avec différentes hypothèses de politique économique, donc de politique, hein, puisque la politique économique, c'est une politique. Puisque justement, elle n'a pas laissé, je dirais, l'équilibre entre les investissements, entre disons que l'effort fait sur les infrastructures ou l'effort laissé aux individus, ce niveau d'équilibre peut être variable en fonction des choix politiques. On imagine bien qu'une politique libérale donnera plus de responsabilité aux individus dans la responsabilité, enfin plus de responsabilité dans les moyens à mettre en œuvre pour réduire son empreinte carbone, alors qu'une politique moins libérale et plus étatique mettra davantage d'efforts dans les politiques portant sur les infrastructures, de manière à ce que les consommations, les émissions de carbone baissent insensiblement, tout en continuant d'être confrontés à un budget maximum. Donc ça peut s'adapter à différents choix politiques et c'est mis en œuvre dans un cadre démocratique parce qu'on imagine que la caisse climat qui gérerait d'une part l'attribution des budgets individuels, mais également qui gérerait, on le verra un peu plus loin, le marché carbone interpersonnel, soit géré soit sous un contrôle parlementaire, soit sous un petit peu comme ça existe en France, la sécurité sociale, sous un contrôle paritaire qui associe patronat, syndicats et représentants de la société civile. Tu peux avancer. Alors, je crois que je te laisse la parole, Laurent. Alors globalement, si on regarde maintenant un petit peu comment on a imaginé que ça marchait, alors on va avoir quelques redites par rapport à ce que Gilles a dit pendant qu'on arrivait. Comment ça va marcher? Donc la première chose, c'est effectivement, c'est un prérequis, c'est d'avoir un étiquetage carbone des biens et des services de manière à pouvoir effectivement commencer à acquérir cette culture du carbone, et ceci aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises et les collectivités publiques. Donc une entreprise, finalement, si on fait le parallèle avec les éléments financiers, quand elle achète des produits pour elle-même en produire, elle va dépenser des points carbone au même titre qu'elle dépense des euros ou des francs suisses pour acheter ces produits. En complément de ça, elle va potentiellement émettre des gaz à effet de serre dans le cadre de ces process de fabrication. Et l'objectif, finalement, c'est de reventiler l'ensemble de ces 20 points carbone dans cet exemple sur l'ensemble de ses ventes. Alors, si on fait le parallèle par rapport aux éléments financiers, généralement, elle revend légèrement plus cher. Hein, on génère de la marge dans toutes les entreprises. Enfin, au moins, on essaye. Là, ça n'a pas de sens au niveau du marché du carbone. Donc, on demande aux entreprises simplement de refacturer sur l'ensemble des produits vendus la
la totalité des points carbone achetés et des émissions liées à ces procédés de fabrication. Donc le point carbone, c'est l'unité qu'on a retenue pour simplifier. Elle correspond à 1 kg de CO2 équivalent. Alors, je te rajoute juste une chose, c'est non seulement il n'y a pas lieu ça n'aurait aucun sens de faire un bénéfice en carbone, mais ce serait même interdit. C'est-à-dire que la règle, c'est qu'il y ait une stricte égalité entre les flux entrants et les flux sortants. Oui, absolument. Donc, on retrouve du coup les mêmes procédés, enfin, c'est au moins ce qu'on a imaginé, les mêmes procédés que dans la comptabilité classique, c'est-à-dire qu'on va gérer des stocks pour tenir compte du fait que certains achats vont produire des produits qui ne seront revendus que l'année d'après. On va gérer des amortissements, puisqu'il y a certains biens, des machines par exemple, qui vont être achetées une année, mais qui vont permettre de produire pendant 5-10 ans. Et donc, du coup, si on ne veut pas avoir des instabilités au niveau de la comptabilité, eh bien, on va gérer des amortissements au niveau des dépenses carbone aussi. Donc, le second point, c'est la distribution donc, de l'allocation climat, comment ça marche. Donc, l'allocation climat, donc elle est distribuée alors la règle que l'on a retenue, c'est la distribution par unité de consommation. Alors je ne sais pas si c'est une notion que vous connaissez en Suisse. Nous, c'est l'INSEE qui a défini cette notion. En gros, c'est une notion qui permet de tenir compte du fait qu'au sein d'une famille, plus il y a de personnes, plus finalement il y a des gains d'échelle. Donc de ce fait-là, l'unité de consommation, alors ça sert dans les études économiques sur le niveau de vie des familles. Donc l'unité de consommation, le premier adulte est compté pour 1, le deuxième adulte et les enfants de plus de 14 ans sont comptés pour 0,5, et les enfants de moins de 14 ans sont comptés comme 0,3. Mais ça, finalement, c'est une hypothèse d'utilisation et de répartition basée sur les unités de consommation. On a considéré que finalement, un budget carbone, ce serait comme un budget financier des familles. Donc, ça avait quand même un certain sens de tenir compte de ces facteurs d'échelle qu'on a au sein de la famille. Donc, en France, donc, il y a maintenant un peu plus, on est plutôt à 68 millions de Français, mais quand on compte les unités de consommation, on est à peu près à 43 millions d'unités de consommation. Donc, du coup, on partirait d'une répartition qui est le niveau actuel, c'est-à-dire qu'on répartirait les 600 millions de tonnes de CO2 émis par les 43 millions d'unités de consommation, et puis on les ferait décroître jusqu'à atteindre ce qui correspond à 2 tonnes par habitant, qui est le chiffre que l'on retient habituellement. Mais si on le répartit par unité de consommation, ça ferait plutôt 3 tonnes équivalent CO2 par unité de consommation. Mais le budget global revient exactement au même. Mais c'est le choix de répartition qu'on a fait. Plutôt que de le répartir de façon équivalente par habitant, on a tenu compte de ces gains d'échelle au sein d'une famille. Ensuite, en termes de fonctionnement pratique, en fait, la Caisse du climat, donc, dont François a parlé, attribuerait par mois aux citoyens un budget. En complément, bien sûr, le citoyen, la citoyenne recevrait toujours de son employeur un salaire, ou si c'est un indépendant, il va bénéficier des facturations qu'il effectue auprès des clients. Et donc, quand une personne achète un produit mis en vente par une entreprise, à un certain prix financier, mais aussi à un certain prix en carbone, finalement, il est obligé de verser un certain montant en euros, enfin en devises, et un autre montant en points carbone. Donc, c'est comme ça que se passeraient les transactions finales, alors qu'on l'a vu tout à l'heure, pour les entreprises, il y a simplement circulation des points carbone le long de la chaîne de fabrication des produits, en partant de l'extraction jusqu'aux produits les plus industrialisés, mais il n'y a pas d'échange de points carbone entre les entreprises, c'est simplement au niveau de la comptabilité que ça se passe.
Alors, autre point qui vient compléter le dispositif pour lui donner un petit peu plus de souplesse, c'est le fait que la Caisse du climat organise et régule un marché du carbone. Alors, quand on a dit tout à l'heure qu'on s'inscrivait dans différentes politiques, dans différents choix politiques, bah, typiquement la Caisse du climat, ça peut être une variable d'ajustement selon qu'on est sur un fonctionnement plus libéral ou au contraire plus étatique. Donc ce marché du carbone, si on fait un petit zoom dessus pour voir comment ça fonctionne, on a des citoyens qui ponctuellement, pour répondre à un besoin, par exemple, ils ont des membres de leur famille qui habitent assez loin à l'étranger, ils ont potentiellement besoin d'acheter ponctuellement des points carbone. Eh bien, ils pourront le faire au niveau du marché du carbone auprès de gens qui, eux, ont des excédents. Donc la transaction se fait au comptant, il n'y a pas de produits dérivés, on doit tout faire pour limiter la spéculation sur ce type de marché. Et donc en contrepartie de ces échanges de points carbone, il y a des rétributions en devises. Et donc c'est un des éléments qu'on peut mettre en avant, c'est que comme généralement les personnes qui sont dans les premiers déciles sont plus économes en émissions de CO2, il y aura un certain facteur redistributif qui interviendra dans ce mécanisme-là. Notre proposition pour éviter justement qu'il y ait un phénomène de spéculation et d'accaparement, c'est que, mais c'est une préconisation, là aussi en fonction des choix politique, on pourrait imaginer que ce ne soit pas la préconisation qui soit retenue, mais nous, c'est la nôtre. Cette préconisation, c'est que plus on achète, plus le prix unitaire augmente. Là, on voit bien que, en fait, cette personne-là qui achète 2 points carbone, finalement, au-delà de ces 2 € qu'elle doit reverser, finalement, elle est taxée. En fait, plus elle en achète, plus finalement, elle doit verser une part importante, de manière à ce qu'on soit sûr que même des gens extrêmement riches ne puissent s'accaparer la totalité des points carbone disponibles sur le marché, de manière à ce que tout le monde, à un moment ou à un autre, puisse finalement se faire un extra finalement, comme je le disais tout à l'heure, par exemple pour aller rendre visite à des membres de la famille qui habiteraient loin. Donc cet écart de montant appliqué sur les gros acheteurs en carbone, il peut être utilisé pour financer les investissements des plus démunis. Ça peut être utilisé aussi pour financer le fonctionnement de ce système-là. Voilà, on trouvera toujours une utilisation cohérente avec le système à ces excédents, ces suppléments de devises demandés aux plus gros acheteurs de carbone. Alors maintenant, si on fait un petit zoom sur le projet en tant que tel, et puis après, on vous donnera la parole pour que vous puissiez poser toutes les questions. En fait, il y a un collectif qui s'est organisé pour traiter ce projet il y a maintenant plus de 2 ans. Une soixantaine de personnes, pour beaucoup issus des rangs des shifters. Du reste, autour, Gilles, je ne sais plus, tu es shifter aussi? Au moins François et moi. Oui, Gilles aussi. Gilles aussi. On a conduit pendant plus d'1 an une étude de faisabilité. On a travaillé pendant une bonne année sur le sujet. On a sorti une première version qu'on a soumis à un comité de relecture issu du rang des shifters, qui nous ont fait tout un tas de remarques que l'on a prises pour la plupart, mais sur certains points, on a répondu, on a expliqué pourquoi on ne souhaitait pas intégrer la remarque dans le dispositif, et on a publié une version définitive de l'étude de faisabilité, donc à peu près 1 an après le début du fonctionnement. Alors, qu'est-ce que l'on fait depuis qu'on a sorti cette étude de faisabilité? On a défini une stratégie qui se décline en 2 axes. Le premier axe, c'est de continuer à travailler sur des projets, c'est-à-dire de traiter des points sur l'étude de faisabilité qui ne nous avaient pas paru
prioritaires au départ ou qui sont surgis d'échanges avec différentes associations, avec des intervenants, avec des économistes, voilà, on a été challengé sur un certain nombre de points. Donc, on continue à travailler sur un certain nombre de projets. Gilles, par exemple, avec son groupe de travail, vient de finaliser un document permettant de comparer la taxe carbone avec l'allocation climat. Donc, il y avait déjà eu des écrits sur le sujet, mais on trouvait qu'ils étaient très orientés en faveur de la taxe carbone, souvent parce que les économistes maîtrisaient mieux ce sujet que des quotas, parce que souvent c'est le terme qui est retenu, c'est pas le terme qu'on a voulu retenir, mais on parle plutôt d'allocation climat. Hein, pourquoi allocation? Parce qu'en fait, ça revient à matérialiser ce que la Terre peut nous allouer, le système Terre peut nous allouer, alors que quota, ça a un côté, j'impose un quota qui sort de on ne sait pas trop d'où à tout le monde. Donc, on a préféré ce terme d'allocation climat. Donc, il y a cette étude qui a un stade où on a fait une relecture interne, et cette relecture interne a fait l'objet d'une deuxième version du document. Et cette deuxième version du document, on va essayer de la soumettre à un comité de relecture externe aussi. Il y a d'autres projets qui sont en cours, comme les prototypes de comptabilité carbone. Donc là, je sais que Gilles en a parlé un petit peu au moment où je me suis connecté, donc je vais pas m'étendre sur le sujet. Puis ce sera l'objet d'une autre réunion spécifique sur ce sujet-là. Il y a une étude qui est en cours pour voir les conséquences sur les stratégies d'entreprise. Comment les entreprises doivent faire évoluer leur stratégie pour s'adapter à un monde où la quantité de carbone est de plus en plus contrainte. Donc ça, c'est une étude qui est en cours. Il y a d'autres sujets qui sont en cours aussi. Il y a un jeu qui doit servir de support de communication. Alors celui-là, il est un petit peu mis en stand-by parce que la personne qui s'en occupait, qui dirigeait le groupe, a changé d'activité professionnelle. Enfin voilà, il y a un certain nombre de projets comme ça que l'on essaye de mener. Souvent, on a plus d'idées que de capacités à faire, donc on est souvent contraint de faire des arbitrages en lien avec notre capacité à faire. Et le deuxième grand axe de notre stratégie, c'est de faire de la communication. On a défini un certain nombre d'axes de communication, les deux axes de communication prioritaires qu'on a définis. Le premier, c'est à destination des journalistes et autres influenceurs, youtubeurs ou autres. C'est un sujet qui, pareil, une question de disponibilité, avance encore relativement peu. Et le deuxième axe de communication que l'on a choisi, c'est une communication vis-à-vis des étudiants. Alors là, pour le coup, ça marche mieux. On commence à avoir le support que vous avez vu, on l'a fait, qu'on vient de vous présenter avec François, on l'a fait plutôt à destination des étudiants des écoles d'ingénieurs et universités, mais on peut le réutiliser dans d'autres contextes. Donc ça, c'est un sujet qui est sur les rails. On commence à avoir pas mal de demandes et à positionner pas mal de présentations de conférences. Donc la première a eu lieu il y a 15 jours, 3 semaines, et là on commence à en positionner pas mal pour la rentrée. Donc voilà, le deuxième, donc deux grands axes de travail. Le premier, continuer à travailler sur des études, c'est le côté think tank, et après le deuxième sujet, c'est la communication. Voilà, et en communication aussi sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn, un petit peu moins sur Twitter, mais on communique, on essaie de communiquer sur les réseaux sociaux aussi. Et donc on est preneur, bien sûr, de toutes les bonnes volontés. Donc si vous trouvez que c'est un sujet qui est intéressant, cohérent avec ce que vous avez envie de faire, ça vaudra peut-être la peine que l'on fasse une réunion dédiée à sur quel sujet est-ce qu'on pourrait collaborer, quel sujet on pourrait faire avancer en commun. Est-ce que vous avez des questions? Alors, donc, désolé, on l'a un peu mené au pas de charge cette présentation en raison de nos retards respectifs. Est-ce que vous avez des questions? On est à votre disposition pour y répondre. On pourrait juste rajouter que on participe en tant qu'association à un regroupement aussi d'acteurs qui défendent la même idée
sous des formes un petit peu variées, et en tout cas qui défendent l'idée de la comptabilité carbone généralisée par refacturation, et qui est animé par quelqu'un qui est à la fois membre de notre association et membre de ce regroupement, qui anime ce regroupement d'associations, qui s'appelle Laurent qui s'appelle Armel Tiger. Et donc, on a un cadre plus global d'action aussi qui dépasse le simple cadre de notre association, qui reste avec des moyens limités. Très bien, écoutez, merci beaucoup François, Laurent et Gilles pour cette présentation. C'est vrai que ça permet d'avoir un bon aperçu, là, cette nouvelle version de la présentation que vous avez présentée aujourd'hui par rapport à l'ancienne mouture qu'on avait pu visionner sur YouTube. Ça permet d'aller droit au but et de manière assez synthétique et claire. Je crois qu'on en avait quelques questions. Il y avait Claude qui avait de l'autre côté levé la main depuis un petit moment. Claude? Oui, alors ouais, j'ai 2-3 questions. Enfin, je vais déjà en poser une. Pour... 2-3, c'est bon, on peut répondre aux 3 si vous voulez. Non, mais je vais laisser la place aux autres aussi. Non, la première question, c'est pour les produits importés. Comment est-ce qu'on détermine le poids carbone des produits importés? Parce que bon, votre système, je pense qu'il se mettra en place peut-être dans un délai relativement court au niveau de l'Union européenne, mais je ne pense pas que la Chine ou l'Asie va mettre, je ne sais pas, hein, mais il n'est pas dit que le monde entier mette en place ce système. Non, Donc, comment est-ce qu'on détermine le poids carbone des importations provenant d'un pays qui n'a pas adopté ce système? Alors, je veux bien répondre. On a prévu qu'il y ait effectivement un système aux frontières du système, justement, et qui soit capable, c'est les douanes, qui sont capables d'attribuer un poids carbone au flux entrant sur la base d'enquêtes circonstanciées, sur la base des mix énergétiques des pays exportateurs, et puis alors avec aussi l'élaboration d'une norme qui a vocation à être reconnue internationalement, qui, si elle est suivie par les exportateurs, permet de certifier un poids carbone plus performant que le poids carbone, évidemment assez pénalisant, établi par les douanes, dans la mesure où ces entreprises sont capables de justifier et de prouver la réalité d'un effort de décarbonation, je dirais, basé sur le respect de normes de comptabilité internationalement agréées. Ok, ouais, je pensais bien que vous feriez intervenir les douanes, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est comme ça qu'on calcule notre empreinte carbone au niveau national, en tout cas en Suisse. Bien sûr, ouais. Oui, pareil. Ok. D'autres questions? Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, je rejoins ce que disait Nicolas. C'est vrai que c'est très clair et bien vulgarisé. Donc, bravo et aussi pour toutes les réflexions qu'il y a derrière. Mais c'est vrai que, donc un peu en lien avec la question précédente, je m'interroge sur la mise en œuvre de la comptabilité carbone pour les entreprises. J'ai cru comprendre qu'en fait, parce qu'il y a une méthodologie qui s'appelle donc l'analyse de cycle de vie. J'ai compris que vous ne préconisez pas cette méthodologie. Donc, quelle serait l'autre, comment est-ce que vous pensez mettre ça en œuvre? Parce que l'analyse du cycle de vie, c'est extrêmement lourd. C'est-à-dire que oui, justement, c'est pour ça qu'on ne l'a pas retenu. Alors, nous, on préconise un système de refacturation généralisée, c'est-à-dire que tout au long en imaginant, bon, c'est un cas très théorique et qui a peu de chances d'arriver, mais en imaginant qu'une chaîne de valeur soit entièrement située dans le périmètre d'application de la location climat, depuis l'industrie extractive qui n'a comme émission de carbone que les émissions du scope 1 qu'elle utilise, enfin à peu près, grosso modo, qu'elle utilise des machines qu'elle met en œuvre pour extraire la matière première. Dès qu'elle facture cette matière première, elle est tout à l'amont de la chaîne de valeur. Dès qu'elle facture cette matière première, il y a une première refacturation de carbone qui rentre dans un processus
je dirais, d'incorporation successive des objets, des produits et leur poids carbone jusqu'à la fabrication d'un produit final et jusqu'à même au-delà de la fabrication, jusqu'à la mise en rayon du produit final. Et le tout dernier acteur, y compris celui qui met en rayon, c'est-à-dire le vendeur, doit rajouter son poids carbone, peut-être marginal, mais son poids carbone quand même, à la dernière étape, de manière à ce que, à la fin du cycle, au moment de l'achat, le produit reflète très exactement le poids carbone de toute la chaîne. Alors ça a le grand avantage, ce système, de refléter exactement le contenu carbone d'un processus productif dès qu'il y a le moindre changement. C'est-à-dire que ce n'est pas comme une analyse de cycle de vie qu'il faut refaire totalement dès qu'on change un produit, dès qu'on change un processus de production, dès qu'on change de fournisseur. Là, dès qu'on change de fournisseur, le nouveau fournisseur rentre dans le système à l'instant d'une facturation, et à côté de sa facturation en devise, il y a une facturation en carbone qui est donc immédiatement incorporée à la chaîne de facturation. Mais il y a quand même des gros risques de fraude, en fait. Enfin, parce que quel est est-ce que vous avez réfléchi à un système alors, le système n'est pas fraudable dans la mesure où tout est fraudable. Mais il y a une résistance à la fraude qui vient du fait qu'il faut qu'il y ait égalité entre les flux entrants et les flux sortants. C'est-à-dire que si un commissaire aux comptes ou si un expert comptable qui est chargé, au même titre qu'il vérifie la réalité des flux financiers et leur traçabilité, ne vérifie pas la traçabilité et la réalité des flux de carbone, les comptes carbone ne sont pas certifiés. Et puis là, je ne sais pas ce qui se passe, il y a une sanction, il y a l'intervention des pouvoirs publics pour rétablir les choses. Je ne sais pas. Potentiellement, on avait prévu un dépôt de bilan carbone si l'entreprise se retrouvait avec un système de comptabilité carbone déséquilibré au-delà de ce qui était toléré. Mais au-delà, alors je comprends bien la question des flux, les plus, les moins, mais en fait, les données, est-ce que ça a été réfléchi de définir si on utiliserait une seule base de données qui serait la même pour tout le monde? Parce que je comprends bien la question des flux, mais après, il y a la question des données, des données entrantes dans ces flux. Alors, Donc il y a peut-être deux choses. La première, c'est une fois que le système est mis en place, en fait, ces données, elles viennent d'une entreprise qui est elle-même certifiée. D'accord? Donc, en fait, sur toutes les factures, vous allez trouver, sur chaque ligne de facture, vous allez trouver le prix et le montant en carbone, qui vient d'une comptabilité qui est elle-même certifiée. D'accord? Alors, il y a le problème de l'initialisation du système. Donc là, effectivement, il y a un moment où il faut créer la donnée, créer l'information pour tout le monde. Donc là, effectivement, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler dans le cadre du premier prototype de comptabilité de carbone sur lequel on est en train effectivement de travailler. Donc l'idée, ce sera de démarrer la comptabilité sur toutes les entreprises. On sait qu'elle ne sera pas fiable au début. On se basera sur des données qui sont disponibles par branche, par fournisseur, voilà, qui seront disponibles auprès d'intervenants tels que l'ADEME, en France, qui fournit déjà des données de ce type-là par type d'activité. Et effectivement, pendant un certain temps, on sait très bien qu'il va falloir itérer plusieurs fois cette comptabilité pour commencer à avoir des données qui soient de plus en plus fiables. Mais à partir du moment où le système tourne déjà depuis un certain temps, les données que vous avez en entrée sont réputées fiables par le fait qu'elles sont issues d'une comptabilité qui est elle-même certifiée. D'accord. En tout cas, ça sera en tout cas très tentant pour les entreprises de frauder parce qu'au final, le but du jeu pour elles, ça va être de montrer. Oui, évidemment. Montrer le taux, enfin, ça va être un nouvel avantage compétitif en fait, au-delà du prix. Donc les entreprises se font concurrence sur le prix aujourd'hui et donc ça sera une nouvelle dimension sur lequel il y a, et sans parler de fraude, simplement
d'utiliser des sources différentes d'informations, ça peut permettre de revoir un peu les empreintes à la baisse. Oui, alors c'est Mais vrai pendant la phase transitoire, comme je le disais, hein, la phase d'initialisation, effectivement, il faudra définir des sources d'informations qui soient certifiées. En France, ouais, voilà, ça pourrait être l'ADEME, mais à partir du moment où le système commence à tourner, il n'y a plus qu'une seule source d'information disponible, ce qui est, d'accord. qui est la donnée qui facture sur la facture du fournisseur d'un produit amont. La deuxième source d'information, c'est celle dont on a parlé tout à l'heure pour les produits qui sont importés, c'est l'évaluation faite au niveau des douanes. D'accord. OK, très bien, merci. Juste pour rebondir sur ce point, pour être sûr de bien comprendre, je ne veux pas court-circuiter mes collègues, mais juste sur ce même point. Si je comprends bien donc ce que Laurent vient d'expliquer, ça veut dire qu'un même produit, par exemple un certain paquet de céréales Nestlé peut très bien avoir des poids carbone, un étiquetage carbone différent dans 2 magasins distants de 10 km, simplement parce que l'approvisionnement a été fait par des moyens de transport différents, l'un étant beaucoup plus carboné que l'autre, ou même, pire que ça, même moyen de transport, mais 2 sociétés différentes, avec l'une qui aurait alloué plus de carbone issu des frais généraux qu'une autre. Oui, par exemple. Oui, qui aurait des frais généraux plus carbonés. Oui. Ou ou quelqu'un qui simplement mettrait le chauffage un peu plus fort l'hiver. Ouais, ok, ouais. Donc, donc le étiquetage carbone devient quelque chose de très très volatile qui est vraiment étiqueté au dernier moment par le distributeur, hein, au client final. comme Je le pense prix. Comme le prix. ouais, enfin, de toute façon, je pense pas que le transport final, enfin, c'est rien du tout, hein, dans l'empreinte carbone d'un produit. Oui, non, C'est je sais bien, c'était plus pour le principe qu'autre chose, mais ouais. Oui, mais enfin, bon, après, bien sûr, à voir, comment on veut le mettre en œuvre, mais je pense pas que ça soit un enjeu, quoi, du tout. C'est-à-dire que si tu dois monter par exemple des produits en hélicoptère dans un refuge en haute montagne, quand même, le transport là du coup devient à un vrai prix et ça aura un prix carbone aussi. Donc les Oui, montagnards seront tentés de monter avec leur sandwich. d'accord. Après, là où ça va jouer, c'est éventuellement la rapidité de distribution. Si on veut se faire livrer en moins de 24 heures quelque chose et ça implique du transport par avion, alors que si on attend 48 heures, ça implique du transport ferroviaire et que du coup, on bénéficie d'une électricité décarbonée, on peut quand même avoir des écarts qui peuvent être sensibles à défaut d'être significatifs. Merci, c'est éclairci pas mal de choses. Radu? Oui, alors merci beaucoup pour votre présentation. Moi, j'étais curieux de savoir que pensent les économistes de cette idée et si vous avez interagi avec les économistes pour le rapport de faisabilité. Je sais que vous avez l'air de dire qu'ils sont d'habitude plus favorables à une idée de taxe que d'allocation de budget, mais est-ce qu'il y en a qui ont étudié cette idée? Qui est-ce qui veut répondre? Le fait est que la quasi-totalité des économistes n'ont vu jusqu'à présent qu'un seul moyen de réguler les émissions de carbone au moment des décisions d'achat, c'est la taxe. On a beaucoup de mal à... on a quand même fait une présentation devant France Stratégie, qui est une agence auprès du Premier ministre, hein, qui comprend pas mal d'économistes. Et on a eu une petite présentation simultanée avec des défendeurs de la taxe carbone. C'était un petit peu une présentation point contre point. Et nos arguments portaient, mais malgré tout, le fait est que peu d'économistes académiques, en tout cas le monde académique, ne s'est pas vraiment saisi de ce projet. Et du coup, il est peu référencé dans le monde académique. Et c'est une sorte de cercle vicieux. Étant peu référencé, il est peu considéré pour l'instant. Et donc, on est face à une difficulté qui est que, comme c'est un système qui est assez perpendiculaire aux
aux idées habituellement défendues par les économistes pour lesquelles le signal prix reste prépondérant, et ben on est face à une difficulté là. Pour compléter ce que vient de dire François, on a échangé avec Audrey Berry, qui est une économiste qui travaillait jusqu'à la fin de l'année dernière pour le Haut Conseil pour le climat et qui avait fait une partie de sa thèse sur la notion de quota carbone. Donc, elle fait partie des gens qui... Alors, je vais remonter, c'est la raison, ce qui vient d'être évoqué par François, c'est la raison pour laquelle on a lancé cette comparaison pour un peu contredire ce qu'il y avait, les écrits qu'il y avait sur l'avantage de la taxe carbone. C'est un peu pour ça qu'on a fait notre propre étude. En fait, si on doit, souvent ce qui est avancé par les économistes orthodoxes, c'est le fait qu'il suffit de mettre un signal prix pour faire évoluer le comportement des acteurs. En fait, et que la taxe est simple à mettre en œuvre. En pratique, dès qu'on parle de taxe, on a vu que ça pouvait générer des mouvements sociaux importants. Donc, du coup, on pose la question de oui, mais vous faites quoi du produit de la taxe? Ah, il est redistribué. À partir du moment où il est redistribué, bah, finalement, certes, on a capté des fonds au travers d'une taxe qui permettent d'orienter les gens vers les produits les moins carbonés, mais d'un autre côté, on leur redistribue l'argent qui leur permet de réacquérir d'autres produits. Donc, finalement, on en arrive à des boucles sur le fait qui nous amène à penser que le résultat est totalement imprédictif. Donc voilà, donc ça fait partie des choses sur lesquelles il faut qu'on avance, et c'est pour ça qu'on aimerait faire relire par entre autres des économistes la note qui a été faite par le groupe de travail de Gilles sur la comparaison de la taxe carbone avec l'allocation climat. Elle est disponible en ligne sur le site d'Allocation Climat, hein, si vous voulez la lire, et si vous voulez nous faire des remarques, ou si vous avez vous-même des économistes dans vos relations qui seraient prêts à faire une relecture, on en serait ravis. D'accord, merci. C'est vrai que c'est intéressant que la plupart des économistes soient tous alignés sur une certaine presque idéologie, mais je suis sûr qu'il y en a quand même une partie qui serait prête à considérer des alternatives. Vu que, oui, on a au moins deux noms de gens dont on aimerait qu'ils le relisent, c'est Daniel Cohen et Audrey Berry, parce que tous les deux ont justement considéré cet aspect de quota carbone. D'accord, merci. D'autres questions? Baptiste? Ouais. Moi, j'avais une question, merci pour la présentation aussi. J'avais une question sur la caisse du climat. Sur en gros, comment on arrive à gérer pour arriver à un objectif un objectif d'allocation annuel ou mensuel pour chaque habitant. Dans le sens où, comment on s'assure en fait que cette caisse du climat ne va pas avoir des objectifs ou dans un sens trop ambitieux pour l'année qui arrive avec des choses qui seraient vraiment très qui seraient considérées comme liberticides ou qui pourraient créer des mouvements sociaux dans le sens où on empêcherait vraiment trop de choses sur l'année suivante, ou à l'inverse de demander des choses qui finalement laissent encore beaucoup trop de place au carbone dans les achats des ménages. En gros, comment on arrive à trouver le bon milieu sur la phase transitoire jusqu'à 2050. Voilà. François, tu veux répondre? Oui, je veux bien. La règle première qu'on donne à la caisse climat, c'est de respecter la pente de décroissance des émissions carbone. Cette pente, on sait qu'en démarrant aujourd'hui, mais on ne démarre pas, donc il faudrait qu'elle soit de 5% par an, bientôt il faudra qu'elle soit de 6%, et de toute façon, elle diffère suivant les mix carbone de chaque pays. Et en Suisse, alors je ne sais plus quelles sont vos émissions moyennes par citoyen suisse, mais je ne sais pas si elles sont différentes de la France. Elles sont légèrement supérieures aux françaises. Oui, c'est autour de 12-13, oui. Voilà, donc ce serait peut-être 5,5 ou 6, et si on était américain, ce serait 7 ou 8. Bon, et donc ça, c'est une pente qui est ajustée en fonction du périmètre de comptage
émissions carbone au niveau territorial. Et je perds le fil de ma réponse. Ta question, c'était? Non, c'était comment s'assurer, mais du coup, j'ai à peu près la réponse. En gros, c'est qu'on Oui. se cale vraiment sur la courbe. Oui, voilà. Et puis, Mais comment s'assurer que ça fait vraiment consensus au niveau de la population? C'est un peu ça, quoi. eh ben, le consensus, il n'est pas garanti. Ça, on est dans des systèmes démocratiques. Il faut qu'il y ait accord sur les objectifs de politique climatique, comme il faut qu'il y ait accord sur les objectifs de politique en général. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'idée qu'il faille un jour contingenter certaines émissions est de plus en plus présente dans les discours publics. Par exemple, on a vu récemment que l'aéroport de Schiphol, je crois, Schiphol-Amsterdam, a décidé d'interdire les vols de jets privés sur ses pistes. Donc, pourtant, les Hollandais c'est pas un gouvernement gauchiste, hein. Donc, il est certain que l'idée qu'on soit devant qu'on doit accepter des contraintes collectives va progressivement prendre plus de place. Alors, il y a aussi une chose qu'on peut souligner, c'est que dans un premier temps, beaucoup de réductions des émissions pourront et devront être atteints par des investissements sur les infrastructures. Et le plus évident, par exemple, c'est qui dépendront pas forcément de choix ou de décisions très, très individuelles. Par exemple, c'est la transformation des transports automobiles en transports électrifiés, ou la diminution de la part des transports en automobile individuelle au profit des transports collectifs, ou même, éventuellement, on pourrait considérer que l'isolation du bâti va relever plutôt d'une action collective, considérant que le bâti, dans sa globalité, c'est une infrastructure, plutôt que d'une suite de décisions individuelles. Bon, mais ça, c'est discutable et ça peut être partagé entre les deux. Mais le grand avantage de l'allocation climat, c'est qu'elle va adresser les derniers pourcents, je voudrais dire. C'est que quand on aura fait tout le travail qu'il y a à faire sur les infrastructures, il faudra quand même qu'à un moment donné, dans toute notre consommation courante, on fasse des choix de décarbonation. Mais c'est ça, c'est que justement, enfin, en fait, sur cette courbe des moins 5 ou moins 6% par an selon les pays, il y a quand même une partie de ce pourcentage qui reste quand même de la politique publique et une partie. Bien sûr. Où le curseur était un peu mis, quoi. Enfin, ça, je dirais que ça dépend. C'est pour ça qu'on disait que c'est un système qui est adaptable à différents types de politiques publiques. Ça dépend des politiques publiques qui seront mises en œuvre dans les pays, des pays très libéraux où on considère que ce sont vraiment les individus qui sont responsables de tout. Eh ben, on dira, vous démerdez. Et puis dans des pays où on dira, ben non, les individus sont quand même vivent ont des conditions de vie qui résultent de décisions ou de choix qui ne sont pas les leurs, et plutôt ceux de la collectivité et de l'État. Eh ben, c'est à l'État, ce qu'on considérera que l'État a des responsabilités à prendre et que ce n'est pas seulement les individus. Je vais peut-être rajouter un argument par rapport à ce qui a été dit. En fait, l'allocation climat donne un cadre finalement systémique dans le sens où finalement, en dernier recours, c'est elle qui va garantir le fait d'atteindre la neutralité carbone. Mais elle doit impérativement s'insérer dans un corpus d'autres politiques, comme effectivement les politiques d'évolution des infrastructures. Il y a un point aussi qu'il faut noter, c'est que si on veut une adhésion de la population et de l'ensemble des acteurs économiques à une politique de décarbonation volontariste, ça passera inévitablement par de gros efforts de sensibilisation. Actuellement, c'est assez
enfin, même au niveau de public qui ont fait des études plutôt orientées scientifiques, je suis assez dépité du peu de connaissances que les gens ont de ce sujet-là. Si on veut impérativement obtenir une adhésion, il va falloir former les gens, leur faire comprendre les enjeux et leur faire comprendre toute cette chaîne finalement d'informations qu'on va mettre à leur disposition pour finalement piloter la décarbonation de notre civilisation, au-delà de simplement notre économie. Et puis alors, il y a un dernier point qui est très important, c'est que les émissions de carbone ne croissent pas du tout linéairement en fonction des revenus. Et la moitié de la population est en deçà des émissions moyennes. Donc, plus de la moitié de la population est en deçà des émissions moyennes. Donc, à terme, je veux dire, dans un premier temps, elle est gagnante. Elle est gagnante parce qu'elle se retrouve avec un surplus de carbone qu'elle va pouvoir vendre au plus dispendieux en carbone. Donc, alors, ça ne durera pas très longtemps parce que la pente va être assez rapide et ceux qui se trouvent en excédent de carbone au début ne le seront pas très longtemps. Mais au démarrage du système, c'est quand même un système qui permet de vendre, on peut dire avec les guillemets qu'il faut, de vendre le projet à tous ceux qui se trouveront en excédent de carbone du fait de l'attribution d'un budget carbone sur la moyenne. Merci pour la réponse. Est-ce que c'est clair? Oui, ça va. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, moi j'ai une autre question. En fait, la mise en place du compte carbone, ça implique aussi la suppression du cash, non? Alors, pardon, je pensais que la question était terminée, je vous laisse finir la question. Non, parce qu'on parle beaucoup maintenant des MNBC, les monnaies numériques de banque centrale. Donc, la suppression du cash, ça se fera soit par l'obligation d'avoir des cartes de crédit, soit par l'arrivée des monnaies numériques de banque centrale. Donc, quel est votre avis là-dessus, quoi? Alors, c'est vrai que le schéma le plus simple de paiement est d'avoir une carte multifonction qui permette simultanément de générer une transaction sur son compte bancaire à l'image de ce qui est fait actuellement, sans la moindre modification, et simultanément de générer une transaction sur le compte carbone de la personne. Néanmoins, on n'a pas voulu éliminer le cash en considérant qu'il y aurait une opposition. Donc, on a prévu le fait de réaliser une double transaction indépendante qui serait d'un côté le cash, de l'autre côté, au travers d'une carte qui aurait la même fonction de générer une transaction sur le compte carbone. On pourrait imaginer par exemple d'avoir une sorte de porte-monnaie électronique carbone, c'est-à-dire vous pourriez imaginer d'avoir une carte sur laquelle vous avez préacheté, vous avez prédébité de votre compte carbone 100 points carbone et que vous pouvez l'utiliser sous forme de paiement cash. Donc c'est un petit peu plus compliqué pour le commerçant, mais néanmoins ça reste dans les éléments qui sont faisables. Ok. Merci. Donc, il y a vraiment zéro anonymat, enfin, il y a plus d'anonymat de l'achat possible. Ouais. Ah non, alors c'est là où c'est souvent un argument qu'on nous oppose, et malgré tout, je suis pas en phase avec ce point de vue-là. Il y a autant d'anonymat que au niveau de vos transactions bancaires. Quand vous achetez un produit, votre banque, tout ce qu'elle sait, c'est elle connaît elle connaît le fournisseur, et encore imparfaitement, et elle sait que vous avez payé 100 €. Bah là, c'est pareil, connaîtra le fournisseur et le fait que vous avez versé 20 points carbone. Qu'est-ce que vous avez acheté avec ces 20 points carbone? Aucune trace. Si ce n'est éventuellement sur votre facture. Mais cette facture n'a pas vocation à être publique.
Alors, on peut imaginer aussi un système alternatif parce qu'il y a, ce serait d'imaginer que le cash soit autorisé pour un certain nombre de, enfin, soit interdit pour un certain nombre de gros achats, comme aujourd'hui d'ailleurs, c'est une limite au montant des achats en cash, et qu'on puisse, par exemple, ne pas acheter de combustible fossile avec du cash, et après avoir, sur la base d'une étude statistique, considérer que les achats de cash ont un poids moyen en carbone, et débiter à chaque retrait de cash sur un automate un poids moyen de carbone correspondant au cash. Donc ça s'équilibrerait gros bon an mal an au niveau statistique, même si au niveau individuel, il pourrait y avoir des distorsions. Il y a différentes solutions pour répondre à ce besoin. Mais fondamentalement, voilà, sur les transactions, quand vous utilisez votre argent, la traçabilité, enfin l'information, elle n'est pas particulièrement publique. Hein. La banque sait, comme je le disais, quel est le fournisseur et quel montant vous avez débité, mais elle n'a même pas le droit d'exploiter cette information si vous ne l'autorisez pas. Donc, on est quand même en Europe protégé par des lois. Alors ensuite, je ne sais pas si vous êtes rentré dans le périmètre du RGPD, mais au moins en Europe, la protection des données est quand même assez sérieusement garantie. Oui, c'est similaire. Oui, j'imagine maintenant toutes les grandes démocraties ont une loi similaire. Oui. Bon, je pense qu'on reviendra la semaine prochaine. On aura certainement d'autres quand on discutera comptabilité climat, peut-être. Comptabilité carbone, pardon, dans les entreprises. Quelques petites questions plus pointues là-dessus. Radu, tu avais une dernière question d'ordre plus général? Tu es en mute, hein? On t'entend pas? Oui, pardon. Donc, moi, j'ai une question sur un détail, mais qui n'en est peut-être pas un, c'est donc la question de l'international. Est-ce qu'on pourrait limiter, par exemple, les trajets en avion qu'on fait à l'international, et aussi, quand des touristes arrivent, ou des touristes ou des voyageurs arrivent chez nous, comment est-ce qu'on leur alloue un certain budget carbone en fonction de leur durée de séjour? François, tu veux répondre? Oui, je veux bien répondre. Il y a différentes possibilités. Soit on leur attribue gratuitement, on considère que le tourisme est un secteur de consommation à part entière, et on dit qu'on réserve une part des émissions carbone aux touristes et on leur distribue à l'entrée, à la frontière, en fonction de la durée de leur séjour, égalitairement une capacité d'émettre du carbone. Mais évidemment, pour les touristes aussi, il y aura une trajectoire de baisse. Donc, soit les touristes sont capables de baisser leurs propres émissions carbone, et s'ils ne sont pas capables, le tourisme baissera. Le tourisme le plus carboné, notamment. Ce qui veut dire que, par exemple, il est possible, par exemple, alors après, je veux dire, il y a 1 milliard de problèmes qui restent à résoudre, hein, évidemment. Est-ce que les touristes qui repartent en avion, est-ce qu'on les taxera en carbone sur leur budget carbone au moment de leur départ de l'aéroport en France ou pas? Enfin bon, tout ça, ça promet des débats infinis et on ne peut que vous dire qu'on n'a pas réfléchi à tout. Mais on a essayé quand même d'aborder un maximum de choses. C'était une des alternatives, effectivement, ce que vient de dire François. L'autre consiste à dire que l'empreinte d'un pays, c'est l'ensemble des émissions qui sont dues aux nationaux. Consommation des gens qui vivent dans ce pays. Donc, effectivement, les citoyens, mais aussi les résidents. Donc, typiquement, les touristes ne rentreraient pas dans ce périmètre-là. Et donc, on pourrait considérer aussi qu'ils sont exclus de ce dispositif-là. Et pour le coup, du coup, il faudrait
prévoir un dispositif qui permette aux entreprises de vendre des produits avec leurs points carbone de manière à équilibrer leur comptabilité, alors que ces personnes-là n'ont pas de points carbone. Donc, il y a des petits mécanismes d'ajustement à faire, mais là, Laurent, il y a une porte d'entrée à la fraude évidente. Ouais. Parce que tout le monde voudra se dire au moment de son achat, ah, mais moi je suis touriste. Donc, oui, mais tout dépend. Enfin, tu peux quand même mettre des mesures de sécurisation. Disons qu'on ne serait pas forcément obligé d'attribuer des points à des touristes. Tu pourrais les doter parce qu'ils sont touristes d'une carte quelque part qui serait c'est ça. une carte non bornée, sans forcément débiter de compte, etc. Mais juste qui soit lié au fait qu'ils soient touristes. Ouais. Non, mais effectivement, il y a pas mal d'effets de bord dans ce genre de choses. Hein. Le diable est dans les détails. Et bon, après, sur ce type de dispositif, ce qu'il va falloir faire, quels que soient les pays qui le mettent en place, c'est s'assurer qu'on régule déjà les grandes masses. Et bon, il y aura forcément des trous dans la raquette à droite ou à gauche. De toute façon, on se doute, par exemple, qu'il risque d'y avoir des évadés carbone comme il y a des évadés fiscaux. Oui, bien sûr. Ouais. Ok, très bien. Écoutez, on a déjà pas mal dépassé le oui, mais c'est en grande partie de notre faute. Donc... Non, mais c'est pas grave. Moi, peut-être. Alors, attendez, juste 2-3 trucs pratiques avant de se quitter. En tout cas, bon, déjà, merci beaucoup pour toutes ces explications qui clarifient pas mal la teneur de vos travaux. C'est vraiment très utile pour nous dans la compréhension de ce que vous avez fait. Maintenant, donc, on a ce point la semaine prochaine spécifiquement sur le prototype de comptabilité carbone. Vous serez de nouveau dans cette réunion ou ce sera d'autres personnes de votre côté? Non, ce sera Gilles, oui. Ce sera Gilles. Ce sera Gilles, d'accord. Ok, très bien. Bon, on viendra peut-être on viendra certainement sur certains points plus précis. Alors peut-être une dernière question donc à François et Laurent pendant que vous êtes là. Bon, vous l'avez compris, nous on était très intéressés par ce sujet dans le contexte de la Suisse et chez les shifters suisses et on a rien fait à côté de vous évidemment. On commençait tout juste à cadrer notre projet et à regarder ce qui avait été fait à droite ou à gauche. On entend que la tâche est énorme malgré l'énorme travail que vous avez déjà fait. Concrètement, si tout était possible, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? Où est-ce que vous avez besoin concrètement d'aide et en particulier dans un pays voisin de la France, qu'est-ce qui pourrait ajouter de l'eau à votre moulin ou une pierre à l'édifice? Moi, je dirais que vous avez la chance d'avoir des universités de renom et qui ont une audience internationale. Et je pense que si on pouvait, avec votre aide, exposer le projet, exposer la question, exposer la problématique dans un cadre universitaire auprès d'étudiants, mais aussi d'arriver à se faire entendre d'un certain nombre de professeurs et ça serait un pas parce que nous, on a la même conviction que ce soit pour la France, mais aussi à l'extérieur de la France, c'est qu'il faut que la société s'empare du sujet parce qu'il y a beaucoup au niveau académique, il y a encore beaucoup d'obstacles. Et donc, pour nous, les étudiants qui nous font en général très bon accueil sont vraiment un public vraiment qu'il faut viser. Donc, si vous avez des entrées au niveau des EPFL ou des EPFZ ou voilà, pour exposer le sujet, on est preneur. Donc, moi, justement, je travaille, ça tombe bien, je travaille à l'EPFL. Et donc, je connais des gens qui sont investis dans les associations locales sur le climat. Et donc, je peux vous mettre en contact ou leur demander s'ils seraient prêts à vous accueillir pour une conférence éventuellement. Je
pense que le sujet est vaste. En fait, ce que j'avais envie enfin, j'y pensais pendant qu'on faisait la présentation. Je pense que là, on a eu une première présentation. Je pense qu'effectivement, vous allez mûrir le sujet. Il y aura d'autres questions lors de la prochaine réunion avec Gilles sur la comptabilité carbone. Je pense qu'il serait peut-être utile qu'on fasse une troisième réunion, finalement, en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut mener ensemble comme projet, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Et nous, on a effectivement listé un certain nombre de sujets qu'on essaie de faire avancer. Vous aurez peut-être un certain nombre de projets que vous aviez identifiés qui viendraient compléter, finalement, nourrir le contenu de la réflexion et du projet en étayant certaines parties qu'on avait, nous, peu étudiées. Par exemple, il y a quelqu'un qu'on vient d'accueillir et d'onboarder il y a pas très longtemps. C'est un ancien chef d'entreprise. Il nous a dit, mais votre sujet, il est très bien. Et puis, je l'ai lu en détail, j'ai trouvé ça vachement bien. Et puis, quand j'y réfléchis un petit peu plus longuement, je me suis dit que finalement, l'impact sur les stratégies des entreprises n'était pas du tout abordé dans votre étude. Et donc, c'est lui qui a poussé le fait de rajouter un nouveau sujet d'étude qui était comment les entreprises doivent faire évoluer leur stratégie. Donc, je pense qu'avec votre regard neuf, vous allez peut-être vous-même identifier, ou vous avez peut-être déjà identifié des points qu'on n'a pas encore traités. Donc, je pense que ça vaudrait le coup qu'on fasse une réunion complète pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mener ensemble comme travaux en termes de contenu. Et puis, vous l'avez compris, il y a deux axes, il y a le contenu et la partie communication. Effectivement, on pourrait étendre la communication sur le périmètre helvétique. Et à ce moment-là, alors nous, ou une fois que vous serez bien approprié le sujet, vous pourriez le faire vous-même si c'est effectivement quelque chose que vous avez envie de pousser. On n'a pas vocation à être les seuls porteurs de cette parole partout, sinon on ne va jamais s'en sortir. Donc, oui, voilà, oui, je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble. Donc, je pense que le mieux, ce serait peut-être qu'on cale une réunion dédiée à ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est enfin, moi, ça me va tout à fait comme approche. Bon, il est clair que quand on avait commencé à réfléchir au sujet avant de découvrir vos travaux, bon, il y a plein de questions qu'on avait auxquelles vous avez déjà répondu. Donc, enfin, ça n'a vraiment aucun intérêt pour nous de réinventer la roue et de retravailler sur des choses que vous avez déjà traitées. Le but est de faire avancer ces sujets le plus rapidement possible dans l'opinion, hein. Bien sûr, le climat n'attend pas, et de voir ensemble comment être le plus efficace possible. Donc, effectivement, on va donc tenir cette prochaine réunion, digérer le sujet, en discuter de notre côté, et puis ensuite, je me rapproche donc qui est mon point de contact privilégié de votre côté? C'est Laurent, c'est François. Comment est-ce qu'on avance pour les prochaines étapes si j'ai besoin François, c'est toi qui avais noué le contact. Je pense qu'on peut te garder comme point d'entrée. Comme tu veux, mais si tu as le temps, moi, je suis pas mal pris. D'accord. Écoutez, dans ce cas, on va dire que c'est moi. Oui, ok, très bien. Très bien, parfait. Bon, ok, bon, on fait comme ça. Donc, avec, on va, je pense qu'on peut clore maintenant. Ça, c'est déjà une heure assez avancée. Encore une fois, merci beaucoup. Donc, au plaisir de pouvoir discuter avec Gilles la semaine prochaine sur la compta carbone en entreprise. Et puis, à très bientôt pour la suite de ces discussions.